Info. Le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est la situation au Bélarus. Vous l'avez suivi un petit peu, enfin, vous êtes nombreux plus que la plupart des camarades à avoir suivi un petit peu ce qui s'y est déroulé, notamment depuis l'élection présidentielle elle-même du 9 août. Euh, depuis la répression, elle date pas de l'élection, hein. Vous avez vu ça. Moi, je suis content d'avoir pu participer au premier, un des rassemblements qui n'était pas le premier. Ça devait être au moins le troisième ou le quatrième que Alice et la communauté bélarusse à Paris organisaient. Parce qu'il y avait eu des rassemblements au Trocadéro, il y a eu des rassemblements un peu ailleurs. Moi, j'ai pu participer à celui du 26 juillet pour porter la parole du PS dans ce rassemblement. Donc avant le scrutin, et déjà avant le scrutin, vous l'avez vu, là-bas, c'était invalidation des candidats dangereux, euh, manipulation, des faux travaux inventés pendant les meetings dans la période électorale, évidemment fraude massive dans la période pré-électorale, où en tout cas le gouvernement avait inventé un vote anticipé de 4 jours, c'est ça, ou 5 jours, Alice, tu me corrigeras, pendant lesquels les observateurs n'étaient pas autorisés, étaient même carrément pris par la police et sortis, amenés au poste, les observateurs indépendants, ou ceux qui cherchaient à avoir un rôle de scrutateur indépendant. Plus fraude massive au cours du scrutin. Euh, et donc là-dessus, arrive le résultat. Très tôt d'ailleurs dans la soirée, la Commission nationale électorale annonce un 83% qui est juste proprement mais scandaleux. C'est une gifle. C'est dire vraiment, on s'en fiche en réalité de la réalité, on vous annonce un résultat, on vous le balance comme ça, et puis et faites avec, de toute façon, on a les instruments du pouvoir pour nous. Vague de répression dans les nuits des 9, 10 et 11 août, et depuis, ça n'arrête pas. Et j'ai envie de dire, ça c'est, mais Alice le dira elle-même, ça s'est empiré, ou en tout cas, on est en train d'assister là, dans les dernières 48 heures, à un durcissement, ou en tout cas une fuite en avant, parce que jusqu'à présent, les femmes étaient à peu près respectées, je dis bien à peu près, lorsqu'elles manifestaient. Depuis 48 heures, elles sont traitées de la même manière que les hommes. Elles sont embarquées et de manière de plus en plus violente. Euh, et ça, c'est un signe d'une vraie escalade ou voilà, il y a un vrai durcissement, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et on sent que, y compris, il s'attaque à des personnes vraiment très, très, très symboliques. Notre petite grand-mère Nina, qui descend en manif avec le drapeau, elle ne fait qu'une chose, c'est descendre en manif avec le drapeau. C'est tout. Et ben même elle, juste alors elle est super âgée, elle est fragile, tout, même elle, c'est samedi, elle a été embarquée. Elle a été mise dans la fourgonnette, et de manière pas tout à fait euh, douce, même si elle a été libérée dans les heures qui ont suivi, et qu'immédiatement elle est ressortie pour aller devant le poste de police soutenir les personnes qui avaient été arrêtées. Mais c'est à ça qu'on assiste. Euh, Alice, je te laisse la parole pour que tu nous donnes peut-être plus de détails, plus comment est-ce que vous, en tant que Bélarus, vous vous organisez,
Et puis, dans un deuxième temps de l'échange, fais-nous savoir aussi quelles sont les attentes. Je vois qu'il y a Ingrid qui n'est pas une militante, qui est une sympathisante ou même pas sympathisante, je ne sais pas, mais en tout cas qui a vécu à Minsk. N'hésite pas hein, à donner ton ressenti sur la chose, sur comment est-ce que toi, en tant que Française qui a participé ou qui a vécu au Bélarus, comment tu le ressens et vos préconisations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile aux Bélarus qui sont actuellement en train de manifester parce que on veut nous remplir notre rôle de militant et pouvoir avoir une déclinaison pratique comme je le disais. Alice, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Super. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de s'intéresser à ce qui se passe au Bélarus et merci pour votre soutien. Je voulais aussi un tout petit peu rajouter à ce qu'a dit Alexandre vis-à-vis de la situation au Bélarus. Les falsifications, ça ne date pas de ce mandat-là. C'est un mécanisme qui est déjà rodé. Et les votes préliminaires, 5 jours de vote préliminaire, c'est une pratique qui a été instaurée en 2001 déjà. Donc, ça ne date pas de 2020. C'est là où les fraudes se passent habituellement parce que c'est plus facile. Les urnes ne sont pas surveillées la nuit. Donc, on peut émettre des bulletins qu'on veut dedans. Donc, je suis assez d'accord que la violence au Bélarus ne tombe pas, disons, le gouvernement continue d'agir d'une façon très violente envers ses citoyens, envers les étudiants notamment aussi. Néanmoins, ce n'est pas la violence qui a été observée le 9, 10 et 11 août, ainsi que ce n'est pas les mêmes tortures qui étaient observées à Okrest. Je tiens à le souligner parce que dire que c'est la même violence, ce n'est pas vrai non plus. Mais le gouvernement reste violent et sourd aux demandes du peuple. Vous avez vu, hier, il y a encore une centaine de milliers de personnes qui sont sorties dans les rues à Minsk et partout en Bélarus, ce qui est beaucoup pour un pays qui a seulement 9 millions d'habitants. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas sortir et qui se tiennent à distance, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le pouvoir ne veut pas relâcher, Loukachenko ne veut pas relâcher le pouvoir et le peuple ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas vivre sous sa dictature. Donc, dans cette situation-là, nous avons un leader qui, selon plusieurs sondages, selon le sondage indépendant, le comptage des voix indépendant Golos, la voix, Svetlana Tikhanovskaya a été élue présidente et a gagné ces élections-là. Donc, beaucoup de Bélarusses, je ne veux pas dire majorité, je ne sais pas, je ne suis pas un institut sociologique, mais beaucoup de Bélarusses la voient en tant que présidente ou leader de Bélarus actuelle. Et nous, en tant que Bélarusses ici en France, nous militons et nous espérons que la France suivra l'exemple de Lituanie et reconnaîtra Svetlana Tikhanovskaya en tant que leader, en tant que présidente. Je comprends que c'est différent en termes de reconnaissance juridiquement, mais en tant que leader. Deuxièmement, que la France reconnaît Loukachenko comme un usurpateur de pouvoir et non pas comme un président légitime. Nous espérons que les ambassades seront renvoyées. L'ambassade de France sera renvoyée en Bélarus parce qu'elle ne sera plus légitime. Et si je puisse me prononcer devant vous, qui est au Parti socialiste et qui est une grande partie en France, que moi, personnellement, je respecte beaucoup. Téléphonique. Donc, nous, ce que nous attendons, c'est évidemment le soutien à nos actions. Alexandre ainsi que d'autres élus étaient à nos côtés pendant quelques rassemblements et ça nous a fait chaud au cœur, ça nous a beaucoup soutenu et c'était relayé dans les médias bélarusses. Tous les Bélarusses sont reconnaissants du soutien qu'ils reçoivent de l'étranger car
ils se sentent moins seuls dans ce combat. Ils se sentent moins seuls devant la menace assez pesante de la Russie, de l'intervention de la Russie qui intervient déjà d'une manière médiatique et également elle envoie du renfort pour l'oppression, pour pouvoir disperser les manifestations. Donc, nous apprécions beaucoup ce soutien, premièrement. Et deuxièmement, dans la mesure du possible, nous aimerons beaucoup que le Parti socialiste soit actif au niveau du Parlement quant à la question bélarusse. C'est-à-dire que le Parlement lituanien a pris des résolutions qui non seulement font chaud au cœur aux Bélarusses, mais qui leur sont d'une très grande utilité. Il a reconnu Svetlana Tikhanovskaya en tant que leader, il n'a pas reconnu Loukachenko en tant que président légitime, mais également le Parlement lituanien, en dehors des sanctions européennes, a créé sa propre liste des sanctions contre Loukachenko et toutes les personnes incriminées ou excusez-moi, toutes les personnes qui ont fait des actes de violence et ont participé à l'oppression du peuple. Ils ont également ouvert un régime sans visa pour les Bélarusses. Ils ont également donné de l'argent pour le rétablissement des gens qui ont subi des violences policières. Je ne sais pas à quel niveau et qu'est-ce que je vous ai juste fait la liste de ce que Lituanie a fait. Lituanie, c'est notre voisin direct et c'est honorable et en même temps, c'est compréhensible qu'ils ont fait ce geste-là. Le geste que les Polonais ont fait beaucoup moins et les Ukrainiens encore moins et la Russie, on n'en parle pas. Donc, je m'adresse à vous pour vous inciter à peut-être demander quelle action, parce que moi, je ne connais pas suffisamment la politique, pour vous proposer des actions. J'ai déjà dit ce qui peut être fait pour qu'on discute ensemble quelle action peut mener la Parti socialiste pour soutenir le peuple bélarusse au Parlement français et Parlement européen. Oh, ok, super. Allez-y, complétez. Hein. Juste une question. En furetant un peu sur le net, j'ai vu qu'il y avait des actions. Il n'y avait pas que les actions à Paris, et c'est normal parce que généralement les diasporas se répartissent souvent dans la capitale. Donc, on a le plaisir de vous accompagner sur Paris. Mais j'ai vu qu'il y avait des groupes à Lyon et à Bordeaux, c'est ça? Oui, il y a des groupes à Lyon, à Bordeaux et à Strasbourg. Strasbourg, d'accord. Pour l'instant, oui. D'accord. Pareil, là, sûrement que nous, de notre côté, s'il y a moyen, enfin, typiquement à Strasbourg, on a aussi des locaux, et on a une fédération. Donc, si les collectifs qui sont mobilisés ont besoin de lieux de réunion ou de matériel, sûrement qu'on doit pouvoir apporter cette aide. Je parle vraiment sous réserve d'eux, mais voilà, on passera le mot aux fédérations de se rapprocher s'il y a moyen, voilà, en fonction des besoins, hein, toujours. Nous, c'est en offre de service ou en tout cas en réponse à une demande, s'il y en a une. Donc, si vous en formalisez une ou formulisez-en une, on essaiera d'y répondre ou de transmettre l'information aux camarades. Mais je suis sûr que, par exemple, à Strasbourg, les fédés, elles répondront présentes. Enfin, elle répondra présente. Donc ça, c'est une première chose. Il n'y a pas d'autres endroits. Je sais que, par exemple, typiquement, c'est rigolo, on a des militants du côté de Toulouse qui, eux, sont très, très demandeurs de pouvoir apporter un soutien. Sauf qu'il n'y a pas forcément de diaspora. Non, pas à ma connaissance. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé des gens à Toulouse. Je suis sûre qu'il y en a,
Nous agrandissons toujours notre communauté. Donc, moi, je représente la communauté de Bélarus à Paris, mais évidemment, il y a des communautés partout et nous travaillons encore à réunir les gens. Pour vous dire, jusqu'au le 9 août, il y a beaucoup de Bélarus qui croyaient, en France, se croyaient seuls, qui ne connaissaient pas d'autres Bélarus. Et après, petit à petit, ils ont rencontré d'autres gens et le réseau s'est formé. Mais on est encore en train de le former. D'accord. Ok. Euh, en politique pure, ce qui est intéressant, enfin, j'ai une vraie crainte, c'est une crainte personnelle, c'est la rencontre, les conséquences de la rencontre de Sochi entre Loukachenko et Poutine, qui a eu lieu lundi dernier. Dans ce qui a été annoncé, il y avait la partie financière. Alors, j'ai compris que la partie financière était une vaste écran de fumée parce que le prêt, ce qui a été dit, présenté comme étant un prêt de 1,5 milliard de dollars, en réalité, c'est un effacement de dette, c'est-à-dire que le Bélarus devait de l'argent à la Russie d'un montant de 1,5 milliard, que la Russie, en fait, efface 1 milliard cette année et 500 millions l'année prochaine, en contrepartie de quoi? Donc, en fait, c'est vous nous devez plus d'argent, mais par contre, dorénavant, toutes les factures qu'on vous présente, il faut les payer. Donc ça, c'était la première des choses. Et j'ai compris aussi qu'il y avait aussi une réorientation du commerce, enfin l'utilisation des ports, enfin des ports, le transit, tout ça, que dorénavant, ça serait plus en direction des États baltes, mais que c'est censé transiter par les ports russes. Donc ça, ça, c'est pour l'aspect économique. La deuxième chose qui, pour le coup, est une inquiétude sécuritaire, c'est l'annonce des manœuvres. Le fait que dorénavant, il y aurait des manœuvres militaires tous les mois, des manœuvres conjointes. Et ça veut dire la possibilité de faire rentrer des soldats et du matériel tous les mois, par petites doses, et plutôt que la grande invasion russe que tout le monde craint et qui n'aura pas lieu. En tout cas, ça ne sera pas genre ouf, on met 300 000 hommes comme ça d'un coup. Mais par contre, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est présent à l'esprit des gens ou pas du tout? Et ou juste on le voit pas, on sait juste que voilà, il y a eu ces annonces, mais que ça plaît pas ou que en tout cas, vas-y, dis-nous. Et il y a beaucoup de bases et il y a déjà beaucoup de forces russes en Bélarus depuis quelques années, depuis 2018, il me semble. C'est pas quelque chose que les gens craignent dorénavant. Au début, ils craignaient l'intervention russe brutale, comme c'était fait en Crimée, comme c'était fait à Donbass. Maintenant, on a vu que c'est pas arrivé. Ça arrive par des petits bribes de participation des forces russes dans les dispersions des manifestations et par la guerre médiatique. Mais très peu Bélarus croient à l'intervention russe pure, comme c'était fait en Ukraine. Pourquoi? Parce que le terrain n'est pas le même. Le Bélarus n'est pas aussi diversifié dans les régions comme elle l'est en Ukraine. Et il n'y a pas aussi grand soutien à la Russie, il n'y a pas aussi grand, comment dire, aussi grand conflit entre le nationalisme biélorusse et le nationalisme pro-russe. Donc, nous ne pensons pas que c'est possible. Et il n'y a pas de terrain pour cela, mais médiatiquement, le terrain n'est pas préparé en Russie pour justifier une telle intervention et il ne se prépare toujours pas. Donc, nous ne le craignons pas. Au pire, imaginez s'il y a des tanks et l'armée russe arrive en Bélarus pour faire quoi?
pour poster sur chaque croisement de rue 2, 3, 4 hommes armés avec des pistolets pour contrôler chaque personne. Ça me semble très, très, très peu probable. Mais tout est possible. Ok. Allez-y, des questions. Vas-y, Bernard. Oui, je suis allé vérifier mes messages. Effectivement, Omri a annoncé qu'il se préparait quelque chose sur Toulouse, mais je ne peux pas en dire davantage, hein. Je crois qu'il y a de la réflexion pour des actions très prochainement. Ok, merci. Allez-y. Hein. Moi, Vous m'entendez? ouais, vas-y. J'avais une question en fait sur les candidats arrêtés avant l'élection et incarcérés. Est-ce qu'ils sont toujours incarcérés? Ils sont toujours incarcérés. Et nous n'avons pas beaucoup de nouvelles d'eux parce que le contact même avec les avocats est très limité et les avocats n'ont pas le droit de divulguer, quoi qu'il en soit, sur l'affaire En Marche. Question d'ailleurs, parce que, alors, ils ont arrêté les grands leaders, Statkevich, donc social-démocrate, Tikhanovsky, le blogueur, Babariko, le banquier, qui était un des principaux candidats, dont la chef de campagne, Maria Kalesnikova, a été elle-même, donc ça c'est ce qu'on a plus suivi peut-être ici, l'interpellation, enfin le kidnapping, parce que ça a été un kidnapping. Et aujourd'hui, elle est pareil, elle est arrêtée. J'ai vu qu'elle était censée être en détention jusqu'au 8 novembre, c'est-à-dire au-delà de la date de prise de fonction. Justement, comment est-ce que ça, c'est... Enfin, qu'est-ce qui est attendu? C'est que nous, on explique que au-delà du 5, il n'y a plus de président légitime. L'Union européenne a fait connaître cette date comme la date limite de reconnaissance de Loukachenko dans son poste de président. Donc oui, moi j'aimerais bien connaître, puisque j'ai une petite culture politique, connaître quelles sont les mesures que l'Union européenne va prendre pour ne pas les reconnaître, comment ça va en réalité se présenter. Ce qui va advenir aux prisonniers politiques au-delà de cette date, je ne pourrais pas vous dire, parce qu'actuellement au Bélarus, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a aucune notion de droit. Donc, nous ne pouvons pas parler même en langage juridique là-dedans, mais en langage de dictature, enfin, dans les termes de dictature, de prise de chantage, de prise d'otages, et pas des prisonniers politiques, c'est même plus des otages. Depuis le début de ces mouvements, depuis même le mois de juin, le pouvoir biélorusse a agi selon un ancien modèle de gouvernance, c'est-à-dire que dans leur tête, chaque mouvement a un leader. Or que dans ce mouvement en Bélarus, il n'y a pas de leader. Il y a les gens qui sortent et qui sont inspirés par des personnes, par la personnalité de Svetlana Tikhanovskaya. Ils sont d'autant plus inspirés qu'il n'a pas d'ambition politique. Il a une ambition de libération des élections libres, les prisonniers politiques libérés. Donc, ce sont des figures qui les inspirent et peu importe s'ils sont en prison ou à l'extérieur du pays, ces personnes vont continuer et ils continuent d'inspirer. Donc, je ne pourrais pas, je ne serais pas, ce ne serait pas possible pour moi de répondre à la question qu'est-ce qui va advenir le 8? Est-ce que Maria Kalesnikova va être libérée? Moi, je pense que non. Si le pouvoir reste en place, si Loukachenko tient encore le pouvoir, et alors oui, quand nous allons vaincre Loukachenko, quand nous allons gagner, c'est une chose qui va arriver, la question c'est quand. Donc j'espère qu'il va y rester et que tous les autres prisonniers politiques, Nicolas Statkevich, qui est déjà, je ne sais plus à quel sont termes de prison, qui vont tous être libérés le plus tôt possible. Daphné, une question peut-être?
Ben, oui, parce que en fait, pour l'instant, en fait, les manifestations, elles ont lieu tous les jours. À quelle cadence? C'est-à-dire du matin jusqu'au soir. Ça veut dire qu'il y a quand même des universités qui sont fermées. Il y a comment ça se passe la vie de tous les jours là-bas? Comment ça se passe aussi la vie économique? Est-ce qu'il y a des actions à mener aussi pour venir en aide? Enfin voilà, est-ce il y a de la précarité qui commence à s'installer? Comment agit aussi le gouvernement vis-à-vis parce Alors, que, ok, il y a de l'oppression, mais le gouvernement n'agit pas. Ce sont les gens qui agissent. Il y a trois très grandes fonds de solidarité qui se sont montés. Un s'appelle Buy Help. C'est un fonds de solidarité avec les gens qui ont subi l'oppression et qui doivent payer des amendes et qui ont des difficultés financières suite à des poursuites. Deux, c'est Buy Soul. C'est un fonds de solidarité avec tout le monde qui est en grève. Ils sont montés à l'extérieur de Bélarus pour pouvoir pour préserver l'argent qui est récolté. Ils ont des moyens de le transmettre au Bélarus. Et il y a I Need Help by. C'est un troisième fonds qui s'est monté, qui est en partenariat avec plusieurs chaînes de distribution avec chaînes de distribution alimentaire, avec des supermarchés, que tu peux composer ton panier pour quelqu'un sur Internet et ce panier va être livré à la personne qui a un besoin. Donc, ce fonds, il ne récolte pas d'argent, mais il met en lien des gens qui veulent aider les uns les autres. Donc, il y a ça. Pour les universités, alors, il y a eu la rentrée universitaire et scolaire en Bélarus. Beaucoup d'étudiants ont mené des actions de solidarité et de protestation. Ils étaient battus, mis en prison, mais également, ils étaient obligés, enfin, reconduits par aumône dans les classes. C'est qu'ils essaient d'obliger les étudiants d'étudier. N'empêche que les étudiants continuent toujours leurs actions de solidarité. Quelles étaient d'autres questions? Je crois que j'ai répondu à tout ou j'ai oublié quelque chose. ben, est-ce qu'il y a des répercussions économiques? Est-ce que voilà, c'est. Écoutez, Est-ce que ça ne va pas affaiblir justement le régime en place et c'est peut-être pas une forme de, on va dire, d'action à mener, quoi, de les maintenir. l'Europe, elle a annoncé la création de plans Marshall pour Bélarus, pour après que Loukachenko parte, pour remettre le pays dans les conditions économiques. Donc, c'est très, très, très appréciable. De point de vue des échanges économiques, les gens en ce moment militent et incitent les Bélarus de créer d'autant plus qu'ils peuvent des moyens de contourner toutes les taxes gouvernementales et tous les produits gouvernementaux. Oui, ça fait partie de la volonté des gens de d'écrouler le système économique de Loukachenko. Parce que c'est ce système qui paye les aumônes, qui paye les prisons et qui directement finance les violences contre le peuple bélarus. Et les gens sont conscients qu'ils vont droit vers la précarité. Mais nous sommes, en tant que diaspora, et nous sommes là pour aider aussi autant qu'on peut. Et il y a plusieurs d'autres hommes d'affaires, femmes d'affaires au Bélarus qui vont aider. Donc là-dessus, le peuple est solidaire et je pense que par la solidarité, nous allons s'en sortir. On se relogue, comme ça on peut juste continuer. Ok. D'accord. À tout de suite. Oui, bien sûr. Du coup, bonjour tout le monde. Moi, j'ai habité à Minsk. Enfin, vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Super, ok. J'ai habité à Minsk pendant 1 an. C'était l'année dernière, de septembre 2018 à septembre 2019 à peu près. Et donc voilà, j'ai pas mal d'amis biélorusses. J'habitais à Minsk, dans la capitale. Et j'étais en volontariat là-bas, donc j'avais l'occasion de parler avec pas mal de jeunes au quotidien, des étudiants, des jeunes même assez actifs au niveau culturel, etc. Et ben, je me rappelle, on était à un événement organisé par une ambassade européenne et il y avait un ambassadeur qui avait dit oui,
en fait, ce qui est intéressant avec les Biélorusses, c'est un peu comme des taupes. Ils comparaient les Biélorusses à des taupes. Parce qu'en gros, à la surface, il n'y avait rien. Mais en souterrain, il y avait tout un réseau qui s'organisait de toute façon. Et qu'en fait, en gros, les Biélorusses ne disaient rien. Ils attendaient un petit peu que leur heure arrive pour sortir ensemble. Et je pense que c'était vrai à ce moment-là, peut-être, même si je trouve que la comparaison n'est pas très sympa. Mais c'est vrai qu'en fait, à la surface, il n'y avait rien comme. Enfin, il y avait toujours quelques opposants politiques, mais c'était plutôt des personnalités assez fortes qui souvent n'habitaient pas en Biélorussie, justement. Enfin, en Bélarus, pardon, c'est l'habitude. Et, euh, et donc voilà, et donc en fait, ce que j'ai trouvé vraiment surprenant, c'est que moi j'avais quelques amis qui s'étaient engagés justement dans la campagne de Babariko, etc. Mais c'était assez une personne par-ci, une personne par-là, et les autres ils attendaient un petit peu que ça se passe parce que même s'ils voulaient du changement, ils n'étaient pas vraiment prêts à s'investir. Enfin, en tout cas, des personnes que j'ai pu rencontrer. Moi, la phrase que j'ai entendue le plus au Bélarus, c'est la situation dans notre pays est comme ça va pas changer, si ça change, ça changera pas tout de suite, donc il n'y a rien à faire. Et en fait, depuis les premiers rassemblements avec Tiranovskaya, depuis que certains opposants ont commencé à être mis en prison, depuis que en fait, il y a eu une répression super forte sur les manifestations au début du mois d'août. À ce moment-là, en fait, j'ai l'impression que ça a fait un court-circuit pour tout le monde. Tout le monde s'est réveillé, tout le monde a commencé à sortir. Et même si, en fait, ils n'étaient pas sûrs que le changement soit possible là tout de suite politiquement, ils ne pouvaient juste pas accepter qu'en fait, leurs amis, leurs cousins, leurs parents puissent être maltraités comme ça physiquement par la police. Et du coup, ça a vraiment créé une onde de choc. Et maintenant, alors, toutes les personnes qui pouvaient être un peu hésitantes au début, qui disaient oui, ça sert à rien de faire des efforts parce que ça ne changera jamais, ils sont absolument tous dans la rue. Donc, ça a vraiment créé une onde de choc. Et j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres manifestations aux années précédentes, aux précédentes élections, mais ça, Alice, peut-être que tu pourras nous en dire plus. Mais je pense vraiment qu'il n'y a jamais eu quelque chose comme ça qui a eu lieu parce que c'est vraiment impressionnant. Enfin, moi, j'ai des amis qui se sont retrouvés à l'hôpital, j'ai des amis qui se sont retrouvés au commissariat, j'ai des amis qui se sont retrouvés dans des situations vraiment pas chouettes. Et j'ai des amis qui n'étaient pas du tout politisés qui se sont dit il faut qu'on aille dans la rue parce qu'en fait, c'est pas possible et ils continuent d'y aller. Même avec une dent cassée, même avec la peur d'être arrêté, même avec et qui quittent leur emploi. J'ai une amie qui travaillait par exemple au Théâtre National du Bélarus, dont le directeur a été limogé récemment et qui a dit nous on a tous démissionné en fait parce que ça sert à rien de travailler pour un théâtre qui défend pas nos valeurs. Et j'ai pas mal de gens comme ça qui démissionnent, qui se retrouvent sans emploi. Je sais pas exactement ce qu'ils vont faire pour la suite et eux ils savent pas trop non plus, c'est assez incertain. Mais ils vont jusqu'au bout de leur conviction et ça je trouve que c'est quand même vraiment admirable. Et je trouve ça vraiment intéressant aussi comment ce genre de combat peut réunir une nation, même à l'étranger, comme disait Alice tout à l'heure, des Bélarusses qui ne se connaissaient pas, qui se pensaient un peu tous seuls, qui se réunissent aujourd'hui, même à l'étranger, c'est-à-dire à des kilomètres et des kilomètres. Et voilà, mais après, c'est vrai que faut savoir qu'il y a beaucoup de gens quand même qui déménagent à l'étranger parce qu'ils ont peur de se retrouver en prison. Des activistes, des politiques, des artistes qui sont en Ukraine, qui sont en Lituanie, en Pologne, en France, un peu partout. Et c'est quand même fou de s'imaginer ça, quoi, de se dire que en fait, on va déménager, changer de vie parce que chez nous, on a peur. Et donc voilà, c'est un peu mon ressenti. Je sais pas si j'ai... Non, c'est très exactement ça. Moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le nombre de fois où j'ai eu des discussions avec ma mère, et elle me disait à chaque fois, tu ne peux pas comprendre la peur. Et ce que j'ai pu voir, moi, et Alice, peut-être tu me corrigeras, mais ton témoignage le dit aussi, les gens ont arrêté d'avoir peur. Et ça s'est vu au fur et à mesure de l'avancée des meetings électoraux où, dans des petites villes, le trio emmené par Tikhanovskaya venait. Il y avait quoi? C'est des villes moyennes. Et pourtant, même dans ces villes moyennes, les gens venaient et donc ils se connaissent tous.
Donc, ils savent tous qu'ils sont dans un meeting d'une opposante. Et s'il y a bien un message que moi j'essaie de faire passer à ceux qui ne connaissent pas, c'était devenu un jeu de mots, Sacha 3%, Sacha 3%, ou psychose, en transformant le 3% en Z. Mais on a affaire à une population qui est en train de se soulever. Ce n'est pas une minorité ou une opposition ou une fraction pas contente de. On a affaire à un ensemble de populations. Une population qui a décidé que, allez, hop, il y avait une opportunité institutionnelle de virer son dirigeant dictateur. Eh ben, mal lui en a pris, voilà, et on prend l'instrument, et c'est un peu comme ça que Tikhanovskaya Svetlana se présente. Elle dit pas je suis une leader, enfin, elle dit pas je suis une leader. Elle dit je suis d'abord avant tout un symbole de liberté. On n'a pas affaire à une politicienne. Au départ, c'est pas elle qui devait être candidate, c'était son bonhomme. D'ailleurs, les premiers meetings, ou en tout cas les premières apparitions publiques, à chaque fois, elle dit moi, je suis là par amour, parce que j'aime mon bonhomme, et puis il est en prison. Donc, ça, même si aujourd'hui, dans la conduite de la campagne, et en raison du vote, elle prend de l'épaisseur. Elle essaye d'être à la hauteur de la charge symbolique, et pas que symbolique, que lui ont donné la population. Voilà. Mais là-dessus, Alice, je te demanderais, si tu veux bien, de nous donner les coordonnées des différents fonds de solidarité, parce que je pense que soit qu'on qu'on la diffuse directement ou indirectement, en tout cas, il est bon que nous puissions les connaître pour voilà, aider, parce que le monde de la culture en France, il est très 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 mal en point à cause de la Covid, mais ça ne veut pas dire qu'on est toujours très sensible. Ce qui a pu arriver à la touche, donc l'ancien ministre de la Culture, ancien ambassadeur du Bélarus en France, directeur donc du théâtre qui a été congédié, limogé comme un malpropre, et où justement les artistes, par solidarité, ont fait nous on démissionne. Mais ça fait tous ces gens-là se retrouvent effectivement au chômage. Et donc il faut trouver les moyens d'aider. Et donc on sera preneur des informations là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler des grèves à l'italienne, pour répondre à la question de Daphné sur l'effondrement économique du pays, et la manière dont ça a commencé, parce que ceux qui ont suivi ont bien vu un des gros marqueurs, c'était quand Loukachenko est allé se présenter essayer de faire un meeting devant des ouvriers au lendemain de l'élection, et qu'ils ont tous crié « Dégage, Oukhadi », qu'il est tombé de l'armoire à ce moment-là. Mais il y a eu un mouvement de grève qui s'est initié, ils se sont pris la répression et en plein. C'est quoi l'idée de la grève, et comment est-ce qu'ils s'organisent? Alors oui, la répression a été très forte contre les gens qui commençaient à mener des grèves, et surtout les leaders de grève. Il y a eu dans le conseil de coordination pas mal de ces leaders de grève justement. Depuis, les grèves en Bélarus se sont transformées plus en grève à l'italienne, où les gens font le minimum conventionnel qu'ils peuvent, et où le matériel tombe en panne régulièrement, comme par hasard. Donc, il y a des diversions par-ci et par-là, mais
la grève s'est un peu calmée, j'ai force à le constater. Il y a récemment, il y a eu le lendemain que Maria Kolesnikova a été forcée, a essayé d'être forcée de quitter le pays et elle a déchiré son passeport. En solidarité avec elle, un mineur de Solegorsk s'est menotté dans les mines pour ne pas sortir et pour bloquer la production. Hier, il y a encore un mineur de cette même mine qui s'est isolé dans la mine pour arrêter la production. Ce sont des actions personnelles. Toutes les personnes qui sont venues hier le soutenir devant l'entrée des mines ont été arrêtées et mises en prison. Donc, les grèves continuent, mais dans des conditions de répression très, très, très fortes. Et même s'il est vrai que ce mouvement de contestation comprenne toutes les classes sociales, il ne faut pas oublier que la classe sociale la plus vulnérable, la classe des travailleurs, elle, en Bélarus, en tout cas, elle est la plus vulnérable. Les gens ont peur de se retrouver sans rien. Donc, malgré eux, ils continuent de travailler parce qu'ils ont des familles à nourrir et c'est tout à fait compréhensible. Je pense que ma vision de la chose, c'est que les grèves à l'italienne vont continuer, mais je ne pourrais pas vous dire comment ça va se transformer, est-ce que ça va tenir. Ok. Yolande, tu as des questions? Parce que je vois que tu es là et donc n'hésite pas à poser des questions. Et, je sais que… Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Alors, oui, parce que c'est vrai que je commence à m'intéresser, je l'avoue, à la crise qui se passe en Biélorussie. J'ai une question. Est-ce qu'on a une estimation du réel résultat des élections? Enfin, en vrai, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une estimation en termes de pourcentage? Où était Loukachenko? Où était donc la candidate de l'opposition? Est-ce qu'on a ces estimations-là à peu près? À peu près, parce que juste avant les élections, il était lancé un programme de comptage indépendant qui s'appelle Golos, la voix, avec lequel tu votes avec ton numéro. Évidemment, c'est un comptage approximatif. Les gens étaient incités à prendre en photo leur bulletin pour pouvoir compter les bulletins. Certains ont pu le faire, certains non, parce que c'était interdit par le gouvernement de prendre les photos dans les points de vote. Les portables étaient interdits à l'entrée. Donc, ils ont réussi à accueillir 1 200 000 voix. Et il y a 6 700 voteurs, électeurs en Bélarus, en âge de voter. Donc, parmi eux, 1 200 000 de voix étaient récoltées. Donc, c'était plus de… Je suis très mauvaise en chiffres, mais… En gros, parmi ces 1 200 000, il y a eu 90% pour Svetlana Tikhanovskaya. Ce qui est déjà contredit, si on refait le calcul, ce qui est déjà contredit les résultats officiels. Après, toute étude sociale et tout sondage indépendant en Bélarus n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que Svetlana Tikhanovskaya, en sachant cela, a directement mis le premier point, non, le deuxième. Le premier, c'est libération des prisonniers politiques. Le deuxième point dans ce programme, c'est organisation des élections libres. C'est-à-dire que Svetlana Tikhanovskaya ne se porte pas, malheureusement, comme une candidate réelle, mais comme une candidate technique. Elle se porte pour les élections où tous les candidats auront les possibilités d'avoir des plateaux télé, d'avoir leur communication pas interdite et de se présenter dans les conditions démocratiques et puis avec les élections, les procédures d'élection avec des observateurs nationaux et aussi avec la procédure plus démocratique que celle qui était faite, qui, je vous rappelle, était faite avec toutes les violations de procédures d'élection possibles. Juste d'ailleurs, raconte-nous le vote à l'ambassade de Bélarus en France.
Alors oui, en dehors du programme Goal, c'est la voie de comptage des bulletins, il y a eu une autre initiative de Exit Poll. C'est les sondages à la sortie des urnes. Donc, c'était organisé partout, sauf en Bélarus, parce qu'en Bélarus, c'était impossible et c'était hors la loi. Donc, c'était organisé partout dans le monde devant les ambassades. Nous avons fait ça à Paris je me rappelle, de 4 août jusqu'au 9 août, tous les jours, dans les horaires d'ouverture de l'ambassade, de point de vote à l'ambassade. Et donc, nous avons compté, les gens venaient avec beaucoup d'avenants vers nous pour donner leur vote anonymement. Donc, c'était aussi un petit bulletin qu'on glissait dans une urne. On avait maintes fois reçu des menaces de l'ambassade, assez ouvertes. Par la suite, nous avons compté les voix que nous avons reçues. Évidemment, il y a tous les travailleurs de l'ambassade ne sont pas venus participer à ce comptage de vote. Donc, on n'a pas eu 12 voix déjà. Et le personnel de l'ambassade. Hein? Les 12 voix, c'est les 12 du personnel de l'ambassade. Qui travaillent à l'ambassade. Nous avons donc, il y a aussi une question qu'il y a des votes préliminaires pendant lesquels il y a des falsifications. Donc, la plupart des gens voulaient venir le jour même de vote, donc le 9 août, et ils sont venus et l'ambassade a tout fait pour empêcher le maximum de gens de passer. C'est-à-dire que en Bélarus, vous savez, Loukachenko a dit qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de pandémie. Et tout d'un coup, l'ambassade du Bélarus a dit, vu la situation sanitaire, nous allons procéder à un système de vote différent. Donc, on accepterait une personne chaque 15 minutes et chaque 40 minutes, nous allons faire un nettoyage complet de bureau de vote. Évidemment, foutaise, parce qu'ils ne vont pas, j'en suis sûre qu'ils ne l'ont pas fait. Et tout ça, si vous vous rappelez, cette semaine de mois d'août, c'était 38-39 degrés à l'ombre. Donc, les gens sont venus voter. On était à peu près 300 personnes. Le jour même, il n'y a eu que 150 personnes qui sont pu passer. Le reste est attendu du matin au soir devant l'ambassade. Et l'ambassade n'est même pas sortie s'expliquer. Avec des gens, on n'a pas sorti de l'eau. C'était des Français ou des Bélarusses qui se sont mis ensemble pour aller acheter de l'eau pour tout le monde, pour aider les gens. On a invité à côté de nous de s'asseoir à l'ombre pour se reposer. Les gens, les électeurs, ils laissaient passer devant les personnes âgées, les personnes enceintes, les personnes avec des petits-enfants. Donc, il y avait une grande solidarité et le comportement de l'ambassade était détesté même par la police qui était appelée par l'ambassade pour protéger l'ambassade ce jour-là, parce qu'après avoir traité les gens de cette manière-là, devant les yeux de policiers français, l'ambassade, les gens ne voulaient pas sortir, ils voulaient parler avec leur ambassadeur, pour lui demander des comptes. C'est la police qui a sonné en demandant que quelqu'un sorte de l'ambassade pour parler aux gens qui sont mécontents et ils ont raison. Ça leur était dit, d'accord, on va sortir. Les gens ont entendu encore. La police était là, bon, merde, ça fait déjà une demi-heure, elle les a rappelés. Et à l'ambassade, ils disent, ah non, 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 je suis le gardien, tout le monde est parti. Donc, pour vous dire que même la police française était dégoûtée. Et surtout, donne-nous le résultat du bureau de Paris. Le résultat du bureau de Paris, nous avons compté tous les bulletins qui étaient donnés à Exit Poll. Il y a eu 220 participants. Je me rappelle plus des chiffres exacts. Je me rappelle que pour Loukachenko, il y avait une personne qui a voté. Pour une autre candidate, Konopatska, il y avait 2 personnes qui ont voté. Le reste a voté pour Tikhanovsk, ce qui fait, c'est ce qui est drôle, 97%. C'est le chiffre qui était donné à la base en Bélarus. Mais c'est moi-même qui les a comptés. Je vous donne ma parole. Et on était 2. On était observés en plus. Donc, que le comptage était juste. Et l'ambassade devait donner le protocole de vote de leur côté. On devait le photographier selon le protocole. Mais
Après maintes reprises, le 10 août, ils ont refusé de donner le protocole. Ils ont juste montré comme ça pendant 2 secondes. Mais les gens ont quand même réussi à retenir les chiffres. Et donc, selon les chiffres donnés par l'ambassade, il y a eu combien? Attendez. 450 votes, d'où je ne sais pas, parce que nous étions enfin, tout le temps de vote, nous étions devant l'ambassade, on n'a pas vu ces 450 personnes. Et il y a eu 200 personnes de vote pour Svetlana Tikhanovskaya et 250 pour Alexandre Loukachenko. D'où venaient ces 250, nous ne savons pas. Et parce que nous pensons que c'était juste les bulletins imprimés et remplis à l'ambassade qui étaient mis dans les urnes. Ok. Mais merci de ce rappel. Ouais, vas-y, pardon. Pardon, il y a eu un article très détaillé dans Le Monde à ce sujet. Tout à Je pense fait. qu'il est encore en ligne. Ouais, tout à fait. Non, c'est pour bien faire comprendre à quoi on a affaire. On n'est pas avec nos standards, on n'est pas avec nos élections à nous, où c'est croisé et machin, tout ça. Le pouvoir a tout fait pour truander au maximum, a fortiori quand il s'est rendu compte que l'éviction des principaux candidats ne suffirait pas. Donc déjà, avant, il y avait des fraudes, et la fraude principale, c'était de virer les gens, de virer les candidats dangereux. Là, c'est non seulement on vire les candidats dangereux, mais en plus, on y met la grosse dose en termes de fraude électorale. Et c'est massif. Et c'est aussi pour ça que le score de 83% énoncé par la présidente de la commission électorale. Rappelons d'ailleurs que Tikhanovskaya a dû faire une vidéo enregistrée où elle reconnaissait les résultats dans le bureau de Yarmoshina, donc la présidente de la Commission nationale électorale. Avec une vidéo où on dirait que c'est des vidéos de preneurs d'otages, de quelqu'un en otage. Et ça, c'est juste dans les 24 heures, dans les 12 heures qui ont précédé son exfiltration, son expulsion en direction de la Lituanie. Sachant, rappelez-vous, elle est en train de s'exprimer alors qu'elle a son homme, son mari qui est en prison. Et elle a pu partir avec ses enfants, mais il y a toujours cet élément ce levier de menace qui existe. Voilà. Ok. D'autres questions? Tony, vas-y. Je vois que tu veux parler. Vas-y. Je voulais justement avoir une estimation du nombre de personnes qui sont parties, qui ont quitté le pays. Est-ce qu'on a une estimation du nombre de personnes qui ont quitté le pays et une estimation du nombre de personnes incarcérées? Alors, je n'ai pas l'estimation de nombre, vous voulez dire, qui ont quitté le pays depuis le 9 août ou depuis la campagne présidentielle ou depuis… Oui, ça, depuis la répression récente, pas le vote. Non, je vous demande pardon, je n'ai pas regardé. Depuis la répression. Mais en vrai, excuse-moi Tony, mais le truc c'est que ta diaspora, elle s'est constituée déjà bien avant. Oui. Il y a des gens qui sont partis avant le scrutin et qui, pour rien au monde, ne reviendraient. Typiquement, Stepan Svetlov, qui est le petit jeune de 22 ans qui a mis au point Nechte, qui est sur Telegram un des canaux, un des principaux canaux. Il y a 2 millions de personnes qui sont dessus. Lui, il s'est installé à Varsovie il y a longtemps, bien avant la répression elle-même. Les gens qui sont dans les manifestations ici à Paris, c'est beaucoup des jeunes qui étaient partis avant la répression. Oui. Mais plus récemment, donc, avec là, avec
l'exclusion, l'incarcération des opposants, etc. Combien est-ce qu'on peut estimer le nombre de personnes qui sont parties récemment? Alors, je n'ai pas ces chiffres et je me demande même, je me pose la question, comment voulez-vous qu'on les récolte? Voilà. Puisqu'il n'y a pas de statistiques fiables en Bélarus, il n'y a pas de… Nous n'avons, en tant qu'indépendants, nous n'avons pas d'accès à des chiffres du ministère de l'Intérieur qui nous disent combien de personnes ont déménagé du Bélarus. Et il y a eu une vague, évidemment, mais là, parmi notre diaspora en France, il y a des gens qui font des allers-retours, qui peuvent se permettre de faire des allers-retours pour participer aux marches de solidarité. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas, j'en fais partie, qui étaient réfugiés politiques ou qui le sont encore, qui ne peuvent pas retourner au pays pour faire les marches. Donc, il y a des va-et-vient, il y a des gens qui reviennent et il y a des gens qui repartent parce qu'ils sont menacés. Ça dépend. Mais en tout cas, depuis le règne de Loukachenko, il y a presque 1 million de Bélarusses qui ont dû quitter le pays, qui ont émigré. Dans le pays qui était de 9 millions, c'est beaucoup. Après, rappel, c'est quasiment l'ensemble de la population qui est confrontée à, au contraire, une ultra petite minorité qui se recroqueville autour de son appareil sécuritaire et répressif, qui d'ailleurs, paradoxalement, n'est pas aussi développé, enfin numériquement, j'ai envie de dire, si on prend par rapport à nous, il est extrêmement violent, très répressif, mais en réalité pas si nombreux que ça. D'ailleurs, c'était un peu le jeu, c'est en disant, hey, parfois on le voit, c'est un ruban de policiers, de milicieneri qui se retrouvent confrontés à une vague de manifestants de plusieurs milliers, dizaines de milliers de gens. Et c'est ça. Mais par contre, ce qui sauve l'appareil répressif, j'ai envie de dire, c'est le fait que les gens ont décidé, et ils ont raison, de rester dans le dialogue, la conviction, ne pas donner de prise parce que la seule chose qu'attend le pouvoir, c'est d'avoir des images de gens qui cassent, de gens qui cognent des policiers. Et depuis le début du mouvement, alors que c'est proprement mais scandaleux dans n'importe quel État. Moi, quand j'ai vu les premières images dans les nuits du 9, 10, 11, je me suis dit, c'était juste pas possible. Vu l'injustice profonde, la nature mais totalement abjecte de la manière dont se fait la répression, je me suis dit, les gens, ils vont descendre, ils vont mettre le feu au commissariat. Et c'est pas ça, c'est pas cette réponse-là qu'ils ont choisie. Et c'est encore plus courageux, admirable, parce qu'ils offrent toujours cette porte de sortie à ces éléments répressifs en disant, pour permettre le succès, en disant, voilà, on veut que tu dégages, mirne et spokojne, c'est-à-dire calmement et paisiblement, sors du paysage. Toi, ta clique, tout ça. Mais on imagine bien combien c'est difficile, puisque vu la nature profondément sauvage, barbare, avec laquelle les policiers opèrent. Il y a une réelle séparation entre les minorités, comme vous dites, du pouvoir et le peuple qui s'est creusé ces 10 dernières années, où le peuple s'est ouvert, enfin, les frontières se sont plus ou moins ouvertes au Bélarus pour pouvoir voyager. Les gens ont commencé à travailler, pas en Bélarus, mais pour les compagnies à l'extérieur en étant en Bélarus, c'est-à-dire que tout ce qui est secteur digital d'Internet et de technologies d'informatique. Donc, depuis 2010,
il y a eu une construction d'une société en parallèle, en quelque sorte. Il y a eu même en 2015 le gouvernement bélarusse qui a voulu faire voter une loi où il y aura une taxe pour le chômage. Ceux qui sont au chômage doivent payer une taxe supplémentaire qui dépasse le montant officiel de chômage d'ailleurs, parce qu'ils ont bien vu combien de personnes ne payaient pas leurs impôts en Bélarus et combien de personnes travaillaient en dehors de leur circuit. Et en fait, depuis 2010, la séparation entre la société et le pouvoir s'est creusée énormément où la société civile est allée, le peuple est allé de l'avant et a rejoint les mouvements européens et mondiaux. On va dire que dans ce cas-là, la mondialisation a eu du bon pour les Bélarusses. Et de l'autre côté, le gouvernement qui est resté dans des structures de siècle dernier, dans les structures non seulement de la répression, mais aussi de type de gouvernement et philosophie de gouvernement et philosophie de comportement. Donc, cet écart-là fait que il y a, la société civile ne s'identifie plus du tout au gouvernement qui date du siècle dernier de l'Union soviétique et demande à ce que l'État soit à leur image, qui représente leurs intérêts et qui représente leurs envies de démocratie, de liberté qu'ils ont vues et qu'ils ont vécues ailleurs et qu'ils ont construit dans un gouvernement, on va dire dans une société parallèle en Bélarus. Donc, c'est pour ça que vous vous étonnez du comportement de minorités gouvernementales. Ils ne sont pas à jour, on va dire. Ils ont un dictateur qui n'est pas à jour et qui ne peut pas l'être parce que non seulement c'est un homme d'une autre époque, c'est également un homme malade. C'est un homme malade psychologiquement et c'est un diagnostic qui lui a été donné par des psychiatres qui ont étudié son comportement. Donc, après, est-ce que toutes les gens qui sont dans des apparatchiks, des gens qui travaillent pour lui, qui sont tous malades? Non. Je pense que c'est une chaîne de responsabilité qui les attache à lui parce qu'ils ont commis des crimes, ils vont en commettre. Et c'est ça qui n'aide pas les Bélarusses en ce moment parce que Loukachenko a serré les vis chez eux aussi, dans le sens où s'ils partent, ou si Loukachenko tombe, eux aussi ils vont tomber avec lui et ils vont être responsables de leurs crimes. Je crois que c'est ça qui rentre en jeu en ce moment et Svetlana Tikhanovskaya essaie de non seulement d'inciter les aumônes et des forces qui travaillent pour Loukachenko de changer de camp, de venir de côté du peuple, mais également elle rappelle quelles seront les persécutions s'ils ne le font pas. Donc, l'enjeu pour le peuple bélarusse est là, parce que cette minorité que vous appelez minorité du siècle dernier, elle tient en route que grâce à des forces spéciales. Même les forces spéciales russes, s'ils sont envoyées, ne pourront rien contre le peuple qui n'est plus maintenu par des forces spéciales bélarusses. Voilà, je pense que… Super, merci. On arrive à la fin de notre échange parce que là, je vois que le compteur tourne. Un très grand merci à toi, Alice. Merci à vous. Les manifestations, pour répondre à Daphné, ce n'est pas exactement tous les jours, mais enfin, il y en a pardon. Il y a des actions tous les jours. Il y a des vrais moments importants de mobilisation, souvent le dimanche. Regardez un petit peu, ça va continuer. Ça ne s'essouffle pas. Alice l'a rappelé, encore hier, c'est des centaines de milliers de gens. Et on en est au 44e jour de mobilisation. Donc, ça va continuer. Je nous invite à prendre complètement notre part à ce travail de solidarité, partout où c'est possible. Parlez-en. Essayez notre échange là, il a été enregistré, donc on va le diffuser. Enfin, vous pouvez vous appuyer dessus. Essayez d'imaginer des actions, des prises de position, des interpellations d'élus pour qu'il y ait des votes dans les conseils municipaux ou régionaux, puisque nous on va rentrer dans les élections régionales. Je suis sûr qu'il y aura des gens élus qui veulent être candidats qui subitement vont se découvrir une passion pour le Bélarus. Si ça peut servir,
ce moment-là peut servir, allons-y, on s'engouffre dedans. Juste encore un mot, donc, dans 15 jours, on essaie de faire un truc sur la Lituanie, puisqu'ils vont avoir des élections. Ça sera aussi l'occasion de leur poser des questions sur comment on peut faire. Un très grand merci encore, et à tous, et à toi Alice, et à très très vite. Merci beaucoup. Au Et revoir. Alice, je compte sur toi pour nous donner les informations sur les différents fonds ou les temps de mobilisation. Ça, moi, je les ai. Donc, on vous les fera connaître de façon à ce que vous puissiez vous impliquer aussi de votre côté si vous le souhaitez. OK. Ça marche. Merci. Пока. Ciao. Пока. Живи Беларусь. Живи Беларусь. Première réunion de rentrée, de fait, pour nous tous, dans ce cadre-là. Comme ça avait été suggéré un petit peu, on va essayer non pas d'avoir un rythme hebdo, mais un rythme plutôt tous les 15 jours, de façon à ce que vous puissiez, qu'on puisse avoir aussi une activité dans nos fédés, une fois sur deux également, de manière à ne pas mobiliser ou monopoliser de manière excessive l'agenda, et nous donner malgré tout le temps de la préparation par ailleurs et de l'information autour de nos rendez-vous. Donc très très heureux de lancer la chose, d'ouvrir à nouveau depuis la rentrée avec la situation au Bélarus. Et juste en incise, dans l'agenda, je l'avais fait circuler, il va y avoir des élections législatives en Lituanie en 2 tours, le 11 octobre et le 25 octobre. Donc, dans 15 jours, ça nous laisse de la marge pour faire des actions de solidarité, tout ça. Et donc, je vous propose que dans 15 jours, on essaie d'avoir une discussion avec Modesta, qui est d'ailleurs candidate pour le LSDP lituanien. Tout ça, c'est vraiment sous beaucoup de réserve parce que je ne sais pas si elle sera disponible, mais en tout cas, essayer de chercher à avoir un intervenant sur le sujet. Et pareil, je donne ces infos-là. Pareil, il va y avoir au niveau, dans l'agenda, des élections, non pas des élections, mais le Brexit et les discussions sur le no deal ou trade deal, on va dire plutôt. Il y a une date limite au 15 octobre. Donc peut-être qu'on cherchera à avoir une discussion là-dessus. J'ai rencontré quelqu'un tout récemment qui était en poste à la Commission européenne, qui est ressortissante britannique, et je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir un échange, d'ailleurs pas qu'avec elle, mais aussi avec, il faudrait que je la sollicite, parce que c'est une amie, la correspondante de l'IB à Londres. Et donc si on peut avoir avec en plus notre section de Londres, un débat à 3, avoir un éclairage de 3, d'un journaliste, d'une journaliste, d'une ressortissante britannique et de notre section de Londres, ça pourrait être sympa aussi d'essayer de faire ça. Ça, c'est voilà, les premières infos.